Bon, allez, très bien. J'en lance juste rapidement et puis ensuite on continue. Donc, bonsoir à ceux qui sont connectés. Donc, ce soir, nous sommes sur la commune d'Avez. Je suis avec Michel Bonnier, le maire. Et on a eu un après-midi à Avez extrêmement riche, puisqu'on a eu à la fois l'occasion d'aller chez l'exploitation Tollet, donc exploitation laitière, ensuite de voir une belle entreprise qui s'appelle IDEA Conception, qui fait du matériel médical. Et puis, j'ai eu l'occasion de tenir ma permanence comme habituellement, qui m'a permis de rencontrer les gens qui souhaitaient me rencontrer individuellement. Et puis, on a fait un tour de village pour voir tous les projets d'Avez. Donc, voilà, ce qu'on peut faire là, c'est qu'on peut... Hop, je vois qu'il y a des personnes qui sont dans la salle d'attente que je fais rentrer. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut continuer les échanges. Et puis, si en ligne, vous souhaitez intervenir, vous pouvez prendre la parole en activant votre micro, tout simplement. Et oui, puis, pardon, Michel, tu peux peut-être dire un petit mot d'accueil. Bonsoir également à tous. En effet, je crois que c'est une journée importante d'accueillir notre député et de lui présenter un petit peu et les entreprises sur Avez et notre agriculture, puisque c'est quand même une activité importante dans notre commune. Et puis, bien sûr, les projets que nos conseillers ont sur ce mandat. Et donc là, on a démarré depuis 18h les échanges avec le conseil municipal et donc on peut les continuer. Donc, on a abordé des questions d'emploi, de santé, mobilité. Et de mobilité, voilà, et de transport et de mobilité. Et donc, en ligne, si vous souhaitez intervenir, vous pouvez activer vos micros et normalement, on devrait vous entendre. Parmi les autres sujets, je ne sais pas si vous aviez d'autres... souvent, on parle de comment vous jugez en ce moment l'état des relations entre les collectivités territoriales et l'État. Parce que sur le dernier mandat, on avait été plutôt malmené, on va dire. Il y avait eu des changements de compétences, il y avait eu les rythmes scolaires qu'on avait dû faire un peu en catastrophe, il y a eu des baisses de dotation. Donc, depuis 2017, on essaie d'avoir des relations, on va dire, plus apaisées entre les collectivités et l'État. Toi, Michel, comment tu ressens les choses? Moi, je pense qu'il y a eu ce plan de relance aussi qui nous a permis de nous aider justement à se relancer et surtout à mettre nos projets qu'on avait un peu dans les cartons, de les mettre sur la table. Et pour ça, donc, forcément, les projets qui vont aboutir, et notamment ceux qui sont prévus sur Avez, vont créer de l'activité pour les entreprises qu'on espère locales. Donc, je pense que ça, c'est un bon point déjà à ce niveau-là. Et puis, il y a, je crois, des très bonnes relations aussi, puisqu'on a des réunions, alors peut-être au niveau comité de commune, puisque moi, je le fais au niveau comité de commune, sur justement sur le plan de relance qu'on fait chaque semaine avec la préfecture. Et la relation au quotidien avec le préfet, parce qu'on parle souvent du couple maire-préfet. Oui. Ça se passe bien? Ça se passe bien. On a le préfet Rochat qui est à notre écoute et qui nous donne beaucoup d'informations justement pour nous aider à avancer dans nos projets. Ok. Bon. Jojo, ça va? Ouais. Bon, mais justement, est-ce que comme tu arrives le dernier, est-ce que tu as une question, une intervention sur un sujet de ton choix? Tu pourrais peut-être nous parler de la simplification, non? Parce que les relations des fois du citoyen avec l'État sont compliquées. Je pense que nous, dans nos petits villages, on n'y trouve pas trop. La relation est assez humain, c'est assez facile. Bon, ouais. Il y a quelques fois, comme je disais tout à l'heure, sur certains trucs, donc c'est pas évident de se faire comprendre et puis mais autrement, non, je pense que si les relations sur la commune, sur le canton, c'est assez... Mais je parlais de la relation avec les administrations, avec l'État, parce que c'est vrai qu'au niveau national, ça pousse pas mal pour tout ce qui est numérisation, dématérialisation, voilà. Mais il ne faut pas qu'on oublie effectivement que tout le monde n'est pas expert dans l'outil numérique. Ouais. Au niveau numérique, c'est pas mon truc. Donc, je serais très bien.
C'est vrai qu'à ce niveau-là, par exemple, simplement pour faire déclaration d'impôt, on a des personnes âgées qui n'ont pas Internet chez eux. Donc, c'est un vrai problème pour faire la déclaration d'impôt. Alors, nous, on essaye d'amener le service par la médiathèque, c'est-à-dire on leur permet de venir éventuellement à la médiathèque et même on les aide aussi parce que ça ne peut pas faire, mais moins ils ont accès à Internet. Et je ne sais pas parce qu'il y a eu également les maisons France Service qui ont été mises en place, donc une à Saint-François-Coise, une à Saint-Laurent, une à Vaugnuret. Oui. Je ne sais pas si le dispositif est encore assez connu. Parce que le but des maisons France Service, justement, c'est de rapprocher le service public, on va dire, du citoyen et d'avoir des points où vous pouvez avoir au même point à la fois les impôts, la CPAM, la CAF, le Pôle emploi, le ministère de la Justice qui est présent. C'est vrai qu'on communique peut-être pas assez à ce niveau-là. On le fait, mais peut-être qu'il faut un peu plus insister. Ouais. Et là, ces services sont là pour aider, comme vous disiez tout à l'heure. Bon, je ne connaissais pas, je n'ai pas parlé, mais je ne savais pas que toi qui. C'est assez connu, ces services. Je pense que c'est vraiment connu. C'est-à-dire, quand on a une personne qui vient nous voir directement, on lui indique, mais c'est vrai qu'on ne va pas forcément donner l'information d'une manière assez forte. On donne l'information sur notre bulletin communal, on le met, tout est bon. On le met sur le bulletin communal, on met qu'il y a ces maisons de service, mais on n'explique pas forcément vraiment ce qu'elles font. C'est vrai qu'avant, je ne sais pas si quelqu'un qui veut parler, mais c'est vrai qu'avant, avec le numérique, sans le numérique, pardon, il y avait un maillage qui était extrêmement important, et puis dans les trésoreries, tout ça, il y avait du volume. Mais donc le numérique a permis quand même pour 90% des gens de simplifier quand même la relation avec l'administration, quoi. Et puis de trouver, alors, dès qu'on a une question en quelques secondes, on peut souvent avoir une réponse. Mais effectivement, il ne faut pas qu'on oublie les personnes qui ont plus du mal à y accéder. Je vois qu'il y a un monsieur Brouillard qui voulait peut-être s'exprimer. Je ne sais pas si c'était une erreur de Nick ou. Ouais. Alors, des fois, le logiciel n'est pas forcément simple à utiliser. Il faut que vous. Donc, si vous souhaitez vous exprimer en ligne, on ne vous voit pas forcément. Il faut activer votre micro qui est en bas à gauche. Et ensuite, si vous parlez, normalement, on devrait pouvoir vous entendre pour les personnes qui sont connectées. Voilà. Sur la fibre optique aussi, parce que je sais pas, donc toi, le déploiement est en cours. Tu as déjà des armoires à Avez Oui, les armoires sont mises sur Avez. Il y en a une dans le. Il y en a une dans le centre du village, oui, sur le bas du village. Sur le bas du village. Et puis là, ils sont en train de tirer les câbles et de mettre les poteaux, quand il y a besoin de mettre des poteaux, en zone rurale. Ouais. On avait pris du retard sur Avez, mais là, ils sont en train de récupérer. Et je rappelle, l'objectif quand même d'Orange, c'est que nous soyons tous raccordés fin 2022. Après, c'est l'objectif. Je ne veux pas affirmer qu'on le sera tous, surtout qu'il peut y avoir des problèmes, comme je le disais tout à l'heure. Il y a des poteaux qui doivent s'implanter sur des parties privées. Et si le propriétaire bloque pour une raison ou pour une autre, eh ben, ça va retarder forcément. Ça va retarder, voire empêcher certains qui seront après lui, à la suite de lui, qui ne pourrait pas avoir la fibre optique. Et un truc tout bête. Pardon. Vas-y, j'en prie. Au niveau du réseau téléphonique, sur Avez, peut-être pas, mais il y a des endroits, c'est vraiment minable. L'entretien, je ne sais pas où j'ai passé là, ces jours, mais les fils sont tous par terre. Je ne sais pas comment ça se fait que c'est. Justement, c'est parce que ce réseau va être petit à petit abandonné et ils y mettent, à mon avis, pas assez les moyens pour. Ils savent que la fibre va remplacer. C'est un réseau qui va disparaître quelques années après que la fibre soit vraiment installée. Je pense que c'est un peu pour ça que. La fibre va bien venir par des fils aussi. Oui, mais ce n'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Ils tirent des nouveaux fils qui ne sont pas forcément sur les mêmes supports. Encore une fois, si la charge, ils estiment que la charge est trop importante, n'autorise pas de le mettre sur les poteaux, que ce soit Enedis, voire, il me semble, aussi les autres poteaux aussi. Voilà. Donc, c'est pour ça que ça peut paraître un peu bizarre, mais de temps en temps, et c'est vrai que je ne suis pas du tout favorable parce qu'on est deux poteaux l'un à côté de l'autre, mais on nous a expliqué, Orange nous a expliqué qu'apparemment, il peut pas faire autrement parce que justement, il ne peut pas s'appuyer sur le poteau qu'il y a parce qu'il y a déjà trop de poids.
Alors que quelques années après, ils vont enlever ces fibres, donc il n'y aura pas trop de poids quelques années, mais voilà, Ouais. C'est assez compliqué de ce côté-là. Et assez difficile à expliquer et à comprendre. Pourquoi vous avez implanté des poteaux alors qu'il y en a il y en a qui sont à 2 mètres les uns des autres. C'est vrai que c'est pas beau, ces poteaux. Hein. C'est jamais bien joli un poteau. Et sous terre, il y a un coup là. Ah ben il y a un coup en zone rurale, c'est très difficile à faire. Ouais. Mais en tout cas, la très bonne nouvelle, c'est que d'ici 2 ans, on va dire, il y aura la fibre de partout, enfin, on l'espère. Et ce qui est très important à comprendre avec la fibre, c'est que il y a très peu de perte du signal. Donc, autant avec le réseau téléphonique classique, quand on est au bout de 4 ou 5 km, le signal devient plus faible et donc on a un débit plus faible. Autant avec la fibre, il y a très peu d'atténuation. Et donc, il y a le même niveau de service un peu de partout. Parce qu'il ne faut pas oublier que le réseau ADSL s'est déployé sur un réseau qui n'avait pas été fait pour ça. Au début, le réseau PTT, entre guillemets, a été fait pour de la simple téléphonie et l'ADSL, c'était une sorte de bricolage pour faire passer de l'Internet sur ce réseau-là, sans qu'il soit fait pour ça. Mais bon, ça nous a bien rendu service pendant une vingtaine d'années pour avoir Internet. Alors nous, on a la chance d'avoir sur le village même le câble. Le câble, c'est quand même quelque chose d'appréciable. Bon, à la mairie, là, on a le câble. Ouais. Donc, on apprécie quand même. Après, pareil, le câble, quand la fibre sera là, il va disparaître aussi. Ouais, alors, ces 2 opérateurs, le réseau appartient au syndicat du Rhône et ils ont une réflexion pour savoir d'ailleurs s'ils ne veulent pas le céder à un opérateur câble. Voilà. Il y a quelle différence de rapidité entre la 5G et la fibre? Alors, donc la fibre, on ne connaît pas la limite théorique. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une vitesse illimitée et les offres commerciales aujourd'hui sont autour de 1 gigabit. Alors, je sais pas, 1 gigabit, c'est 1000 mégabits. Et l'ADSL aujourd'hui, c'est de l'ordre de 20 mégabits. Donc, entre 20 mégabits et 1000 mégabits, ça fait, grosso modo, pour passer quand on a la fibre, on est à fois 50 et encore, ça va augmenter petit à petit. Et l'autre intérêt de la fibre, c'est qu'on a un débit symétrique. C'est-à-dire que le A de ADSL, c'est-à-dire asymétrique, c'est-à-dire qu'on télécharge très vite des données, mais quand on veut en envoyer, c'est plus lent. Et notamment quand on fait de la visioconférence ou quand, par exemple, comme l'entreprise qu'on a vue, elle envoie des plans sur Internet, le débit montant est fait. Et alors, la 5G, donc ça, c'est l'accès à Internet par les ondes, par nos mobiles. Aujourd'hui, le débit de la 5G, on va dire, le débit de la 4G, il est comparable avec de l'accès ADSL, donc on va dire 10, 20 mégabits, voire plus si on est proche du relais. Par contre, effectivement, plus on s'éloigne et plus ce débit devient faible. Par exemple, si je fais là un débit en mairie, là je vois que j'ai que 2 bars sur 5, à mon avis, je n'aurai pas forcément un grand débit. Et la 5G, ça sera des débits encore plus importants, mais qui nécessiteront d'être encore plus proches du relais. Donc, ça sera utile quand il y a des fortes concentrations de population, mais pas forcément moins en ruralité. La 5G, typiquement, c'est quand vous êtes dans le Stade de France, que vous avez 70 000 personnes, donc 70 000 portables. Là, ça va être une révolution, parce qu'aujourd'hui, ça sature quand vous avez 70 000 personnes. L'usage en ruralité, ce n'est pas encore tout à fait envisagé. D'accord. Voilà. Mais déjà, la 4G, ouais. Après, il arrivera peut-être un temps où on a une limite quand même en termes intellectuels et aussi de capacité de nos yeux à avoir un certain niveau de données. Et donc, peut-être qu'à un moment donné, on arrivera à un débit qui sera suffisant et qu'on aura beau avoir plus, ça ne servira pas à grand-chose. On a amélioré la résolution des écrans, mais à un moment donné, on aura beau améliorer la résolution, dans tous les cas, nos yeux ne pourront pas voir plus précis. Donc, déjà, quand on a de la HD aujourd'hui, c'est... Voilà. Moi, je me permets une question. Comment vous voyez votre rapport à la science de manière... Est-ce que les innovations technologiques, tout ça, ça vous fait peur ou au contraire, ça vous rassure? Parce que moi, je constate depuis quelques années qu'on a beaucoup misé sur la science. C'est un propos général, hein, et on voyait vraiment la science comme apporteur de solutions, de mieux vivre, etc.
Et depuis quelques années, je constate que de plus en plus, la science, parfois, les gens commencent un peu à s'en méfier. Vous... Ouais. Oui. On est dépassé. Vous êtes dépassé, ouais. Vous direz que la 5G, là, avec tout ce qui arrive, on ne suit plus, quoi. Ça évolue vite, quoi. Ça évolue trop vite. Je pense que c'est un petit peu ce que les gens ressentent. Ouais. Les nouvelles énergies aussi, des éoliennes, des photovoltaïques, c'est pas bien. Si c'est bien, c'est pas un peu du. C'est comme les voitures électriques. Ouais. Voilà, pour le moment, on nous vend beaucoup la voiture électrique, mais les batteries, on ne sait pas ce qu'on va en faire. Donc, en fait, ce n'est pas une solution du tout. Donc, je pense que c'est ça que les gens sont déçus parce on nous dit il faut faire de l'écologie, mais acheter des voitures électriques. Et ce n'est pas une solution en soi. Et, en fait, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'ai plus l'impression que les gros patrons gèrent un peu tout ça et puis guident un petit peu les politiques en disant ben voilà, il faudrait aller dans ce sens-là parce que indirectement, ça nous intéresse beaucoup. Et c'est peut-être pour ça que les gens ils ont plus confiance aux politiques actuellement. Je veux dire, il y a quand même des taux d'abstention énormes. Dans quelques mois, il y en aura, ça sera horrible ce qu'il va y avoir. Ouais. Il va y avoir des votes extrêmes, etc. Ça, on le sait très bien. Parce que je pense qu'actuellement, les gens ont l'impression qu'on leur ment. La crise du Covid en est l'exemple même. Ne mettez pas de masque, etc. Les gens, ils n'y croient plus à tout ça. Au lieu de dire, on ne sait pas trop où on va. On ne sait pas trop où on va. Là, pour le moment, on ne vous propose pas de masque parce qu'il nous manque des masques. Non, mettez pas de masque, ça risque rien. Et en fait, après, on nous dit, si, mettez des masques. Là, on nous oblige à mettre des masques. Tous les gens prennent leur masque, le rangent dans leur poche, le remettent leur masque, les attachent aux voitures, etc. Donc, en fait, ça ne sert strictement à rien, le masque, actuellement. Parce que les gens, en fait, ils mettent dans leur poche, ils lavent avec les vêtements, etc. Il y en a, ils sont accrochés à leur main. Avant, c'était le sapin, maintenant, c'est le masque qui prend en voiture. On le met partout, machin. On ne se lave plus les mains, bref. Et on nous dit, ah non, mais il faut mettre le masque, voilà. Et en fait, je pense que toutes ces incohérences, et en fait, la grosse erreur, c'est mon avis, l'énorme erreur du gouvernement sur la crise sanitaire, Monsieur Macron, il est en face de moi, là, a manqué d'humilité. Je veux dire, à un moment donné, c'était une crise sanitaire. Et pourquoi il n'a pas dit, là, on ne sait pas trop où on va aller. Pour le moment, on vous dit ça, mais peut-être que dans une semaine, ça va changer. Il faudra peut-être vous réadapter. Ouais. Et voilà, moi, je ne suis pas politicienne, rien du tout. Mais à un moment donné, les gens, ils n'y croient plus parce qu'on a l'impression qu'on nous ment tout le temps et qu'on nous prend pour des lapins de 3 semaines. Excusez-moi du terme, mais faut arrêter de nous prendre un petit peu pour des idiots, quoi. Des moments, voilà. Je prends un papier parce que j'ai du mal à tout noter. Non, mais est-ce que j'aimerais bien apporter une réponse complète? La sincérité, je pense que les gens, ils n'y croient plus parce qu'il manque de sincérité. Ouais. Et juste un petit peu d'humilité, de dire je suis juste un être humain et on va essayer de faire au mieux, ça serait peut-être pas mal, quoi. Et les extrêmes, actuellement, ils prêchent des choses très, très faciles. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui adhèrent à ces discours très faciles, quoi. Ouais. Alors, j'ai noté quelques points. Je vais essayer de ne pas faire une réponse longue parce que ce qui est intéressant, c'est l'échange. Mais en tout cas, cet échange est extrêmement important parce que c'est un des... à la fois quand on parle de rapport à la science, ça va trop vite, à la fois souvent on parle des lobbies, et on en a un peu parlé en disant est-ce que les gens, nos représentants qu'on élit au niveau national, est-ce que c'est bien eux qui décident ou est-ce qu'ils sont influencés? Et puis il y a également la montée du populisme, effectivement des gens qui ne croient plus en l'action publique et en gros ils se tournent vers celui qui va leur donner un discours facile parce que c'est facile à comprendre et tout ça est amplifié par les réseaux sociaux. Alors, plusieurs points peut-être sur l'humilité et les masques. C'est les 2 points que j'ai eu le temps de noter, mais on peut revenir sur le reste si nécessaire. Alors, sur l'humilité, je suis tout à fait d'accord. Il faut qu'un homme politique sache dire ce qu'il compte faire, mais ce qu'il sait, ce qu'il ne sait pas. Et en fait, face au début de la crise, sans doute, on a manqué d'humilité et on n'a pas su assez dire. Mais il me semble que rapidement, on a, notamment, je me rappelle de conférences de presse d'Édouard Philippe, où à un moment donné, il s'en est rendu compte et il a dit ça je sais pas. Et notamment, ça rejoint la question des masques.
quand on a démarré la crise, il y avait plein d'informations dont on ne disposait pas. Et sur l'utilité des masques, il n'y avait pas de consensus scientifique pour le coup au niveau mondial. C'est-à-dire que le politique n'est pas un expert, il ne peut s'appuyer que sur des scientifiques. Et il y a beaucoup de sujets qui faisaient l'objet de beaucoup de controverses au niveau scientifique, y compris quand je prends l'hydroxychloroquine, les traitements précoces ou autres. La science, en fait, ce n'est pas quelque chose qui c'est soit blanc, soit noir. Il y a des débats chez les scientifiques. Et quand on est politique, qu'on n'est pas expert d'un sujet, on se remet finalement à ce niveau de débat scientifique. Mais ceci étant dit, je suis parfaitement conscient du côté très délétère de dire à un moment donné, les masques n'est pas nécessaire, et de se contredire un mois plus tard, parce qu'entre-temps, l'OMS a dit le masque est nécessaire. Donc en tout cas, si j'aimerais que vous reteniez quelque chose, c'est que ce que dit le politique n'est pas toujours juste, il peut se tromper. En tout cas, moi, je crois pouvoir dire que la décision qui est prise à l'instant T avec les informations dont il dispose, c'est à chaque fois la meilleure décision qu'il peut prendre dans les limites de ce qu'il dispose. Il n'y a jamais une décision qui est prise en disant voilà, on va dire ça, mais en fait, on pense ça parce qu'il y aura un intérêt caché, etc. Enfin, dans l'histoire, ça a pu exister, qu'on ne dise pas tout aux Français sur le nuage de Tchernobyl, sur ce que vous voulez, mais je pense qu'aujourd'hui, cette époque est révolue et j'ai l'impression que, en tout cas, on essaie vraiment, je veux dire, il n'y a pas de malhonnêteté. Il y a des fois des informations dont on ne dispose pas. Et dernière chose concernant l'humilité, il faut savoir qu'on est dans un pays qui s'est construit autour d'un État fort et que politiquement aujourd'hui, et moi j'essaie de faire évoluer ce truc-là, on attend beaucoup de l'État à chaque fois qu'il y a un problème. Et politiquement, les quelques responsables politiques, à un moment donné, qui se sont risqués à dire écoutez, vous avez une inondation chez vous, l'État ne peut pas tout. Ils se sont pris à chaque fois une volée de bois vert dans la tête. Et moi, je pense qu'il faut qu'on sache dire ça. Moi, je travaille beaucoup en ce moment sur la résilience nationale. Et je suis, moi, pour aussi une responsabilisation accrue des citoyens pour qu'à chaque fois qu'on a un problème, on ne dise pas c'est à l'État de résoudre le problème. Si je prends la question des masques pour essayer d'illustrer, aujourd'hui, quand on a eu le problème des masques, le réflexe au sein de l'État, ça a été tout de suite ah là là, l'État ne fournit pas les masques, c'est pas normal, etc. On aurait pu aborder le sujet un peu différemment, dire ok, on n'a pas de masque, parce qu'on n'a pas cru utile d'en avoir, et à l'époque. Mais on va accompagner les citoyens dans la réalisation de leur propre masque. Quand on a commencé à faire ça, ça a été plus ou moins bien apprécié, alors qu'on aurait pu responsabiliser davantage le citoyen pour apporter des solutions. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond, je ne sais pas s'il y a des sujets qui n'ont pas été traités. En tout cas, voilà, en tout cas, les décisions politiques qui sont prises à l'instant T le sont, je pense, dans l'intérêt général. Il n'y a pas de scénario caché. Oui, parce que tu parlais aussi de la voiture électrique. Il n'y a pas le patron qui fabrique des voitures électriques qui va dire aux politiques allez, tu leur dis que c'est des voitures électriques parce que je vais faire des bonnes affaires. Quand ce choix est orienté en subventionnant, c'est que réellement, je pense que parce qu'on pense que c'est mieux en termes d'intérêt général. On peut parler de la voiture électrique. Je ne sais pas si c'est convaincu, peut-être pas forcément. Après, je ne sais pas, mais les gens, quand on les entend parler, quand on les écoute, ils ne croient plus aux politiciens parce que ils n'y croient plus. Après, peut-être que vous avez d'autres idées, mais en tout cas, les gens, s'il y a autant d'absentéisme, c'est qu'on nous a dit, on nous a promis, mais qu'au final, ça ne s'est pas passé. Voilà. Et du coup, je pense qu'au lieu de dire on a gagné les élections à 88%, non, en fait, on n'a pas gagné. C'est qu'en fait, on a gagné une toute petite majorité parce qu'en fait, il y en a beaucoup plus qui ne sont pas allés voter que voilà. Et ça, je pense que les gens, ils en ont marre d'entendre on a gagné, on se gargarise. Non, on vous a gagné d'une toute petite majorité parce qu'en fait, je pense que c'est ça, les gens n'ont plus confiance en la politique parce qu'ils voient l'hémicycle. Alors effectivement, l'hémicycle parlementaire, on ne le voit pas tout le temps, les gens ne regardent pas forcément les débats, etc. Mais quand on voit dans l'hémicycle des gens qui dorment, des gens qui sont sur leur portable, alors oui, ils ont plein de trucs à faire, je suis d'accord.
mais on est dans une ère où il y a beaucoup d'images et en fait, on montre ces images-là. Et à une période, on avait discuté de diminuer le nombre de députés pour faire… voilà, et ça, on n'en parle plus. Et je crois que tout ça fait que les gens… je pense que les politiques devraient plus se soucier de pourquoi les gens ne vont pas voter, pourquoi les gens n'ont plus confiance dans leurs politiciens. Parce qu'en fait, c'est quand même c'est quand même un gros souci. Et dans nos communes aussi, dans nos communes rurales, les gens, alors ça vote encore pas mal chez nous, moi je trouve, ça vote quand même bien. Mais il y en a combien qui disent on ne sait pas pourquoi, pour qui voter, etc. Et le dernier scandale, c'est quand même aux dernières élections où les citoyens, ils n'ont pas reçu leur profession de foi. Et ça, c'est… Nous, on a des gens qui sont venus voter, qui ont dit je ne vote pas, je n'ai pas reçu les professions de foi, et ce qui s'entend. Mais voilà, ça, c'est pas… Voilà, je trouve que c'est terrible pour notre démocratie de vivre des trucs comme ça. Parce que les gens, ils disent, de toute façon, ils n'en ont rien à foutre de nos voix, donc on ne viendra pas voter la prochaine fois. Et ça, je trouve que ça, c'est vraiment un gros problème démocratique. Ouais. Alors, en fait, il y a plein de sujets qui ont été évoqués. On peut reprendre les sujets un par un, et je pense que si on y passe 10 minutes par sujet, on peut trouver une explication raisonnable. Si je prends la voiture électrique, si je prends l'hémicycle pas toujours plein, voire même parfois vide, si je prends le nombre de députés ou la distribution des documents, tout ça tout ça s'explique d'une certaine manière. Et des fois, s'explique par des mauvaises décisions. Par exemple, si je prends la question de la distribution des documents, effectivement, à un moment donné, on a voulu mettre en concurrence la Poste pour distribuer des documents. Et il y en a un qui a gagné, qui s'appelle Adrexo, parce qu'il était moins cher et qui, derrière, n'a pas tenu sa part du contrat. Mais ce que j'aimerais que tu sois quand même persuadé d'une chose, c'est qu'il n'y a pas, à un moment donné, quelqu'un qui s'est dit « Ah ouais, parce qu'on va en retirer un intérêt, on choisit Adrexo, comme ça ne sera pas distribué. » Il y a eu une erreur dans le contrat avec des pénalités pas assez fortes, mais il n'y a pas une volonté sciemment de dire on va mal distribuer le truc. Et quand un problème se passe que ça dans notre démocratie, derrière, c'est le rôle des parlementaires, on a été beaucoup à dire c'est inadmissible, et il y a des décisions qui sont prises au plus haut niveau de l'État pour corriger et pour plus que ça se repasse comme ça la prochaine fois. Voilà, sur ce point-là. Je ne sais pas si vous voulez revenir sur un point en particulier, que ce soit véhicule électrique, hémicycle vide, nombre de députés, etc. En tout cas, sur la question de l'abstention, je suis d'accord, c'est un problème majeur et il y a une mission d'enquête en ce moment qui travaille là-dessus à l'Assemblée nationale pour qu'on trouve les ressorts de pourquoi ça. Et d'ailleurs, il y a un questionnaire, je vous invite à y répondre. Oui, je l'ai fait. D'accord. Tu l'as eu par notre… Non, tu l'as entendu parler par ailleurs. Qui l'a eu et qui m'a fait passer que je n'étais pas au courant. Ok, parce qu'on a fait l'objet, Fabienne, je me retourne vers elle parce qu'elle a beaucoup insisté là-dessus pour on informe le plus largement possible, faites répondre à ce questionnaire. Et par ailleurs, la question que tu poses plus globalement, c'est la question de la confiance. Ouais. Et là, je fais un petit peu de pub, on organise un débat à Bonnuret. Quand ? Le lundi 29 novembre, on va faire donc un débat au Théâtre du Griffon, dans l'idée de justement apporter quelques éléments, parce qu'il y en a beaucoup qui se posent cette question et on voit bien qu'il y a à se poser à qui se fier, à qui faire confiance, comment, pourquoi et jusqu'où. Parce que c'est vrai que le fait de ne pas avoir confiance, c'est aussi un signe qu'on raisonne et c'est bien, mais peut-être qu'il y a à se poser la question jusqu'où et pourquoi on fait confiance et de se dire que sans confiance, il n'y a pas d'ordre social, il n'y a pas de société et que ça doit se bâtir ensemble et qu'on a peut-être tous un rôle à jouer. Et du coup, pour ce débat, on va inviter un scientifique donc qui va parler relations sciences et société, un journaliste Olivier Michel qui est président des France 3, le rôle donc des médias aussi, un sénateur pour parler donc de la démocratie, l'aspect politique qui complétera du coup avec le député, et puis donc une sociologue qui au début du mandat va juste du débat va rappeler qui a une approche plus sciences humaines quoi. Sachant que le but c'est de débattre, mais en tout cas pour répondre à la question, je pense qu'effectivement la classe politique n'a pas toujours été à la hauteur de la confiance qui lui a été donnée. Et il y a beaucoup de choses à revoir, etc., sur le fonctionnement. Et
et chaque élu, mais même au niveau local, doit se réinterroger sur comment exercer au mieux sa mission et voilà. Mais je pense qu'il y a aussi un problème plus globalement de confiance dans notre société. Je veux dire, toutes les autorités, le médecin, le maire, même le garagiste, vous diront qu'aujourd'hui, quand quelque chose est proposé, il y a une défiance, même vis-à-vis du corps médical, en disant mais pourquoi vous me proposez ça? J'ai vu sur Internet, etc. Et donc, il y a une... Ou même, moi, à mon époque, quand on était gamin, on apportait des gâteaux à l'école. Aujourd'hui, même entre parents, oui, alors, ce qui n'est pas sous emballage, est-ce que le gâteau a été fait avec des bons œufs frais, etc. Donc, il y a un problème plus général de confiance dans notre société. Pour ma part, je ne suis pas fataliste. D'où l'objectif du débat de dire comment on peut rétablir la confiance dans notre société vis-à-vis des institutions, mais vis-à-vis aussi entre nous, entre voisins, etc. Parce qu'on ne pourra rien faire sans la confiance. Donc, c'est un problème extrêmement intéressant. Et concernant le sujet politique, il y a un point qui me semble extrêmement important, c'est d'avoir un niveau de promesse électorale raisonnable par rapport à ce qu'on peut faire. C'est pour ça que, notamment, quand on parle de fibre, moi, je préfère dire 2 ans plutôt qu'1 an. Quand on parle de transport, je préfère dire qu'il n'y aura pas les bus rouges de partout. Parce que ça marche un temps, mais quand la promesse n'est pas réalisée, c'est pire que si on avait été raisonnable. Toi, j'ai envie de te poser une question. Michel, est-ce que toi, tu ressens en tant que maire, comment tu ressens ce niveau de confiance ou pas? Tu dis, est-ce qu'en tant que maire rural, je suis totalement à l'abri de ça, les gens me font confiance parce que je suis un élu de proximité, ou est-ce que tu ressens un petit délitant? Personnellement, moi, à titre proximité et avec le conseil et les administrés, non, je ressens vraiment que tout se passe bien, je pense. Alors après, pareil, hein, dans les petites communes comme nous, on n'est pas 50 à vouloir s'investir, comme on s'investit. Hein. Pour former la liste ici, on y a travaillé quand même pas mal de temps, quoi. Et il n'y a eu qu'une liste à Avez, hein. Il n'y a pas eu de choix, malheureusement, ce qui est un peu dommage. Mais il y a une certaine quand même confiance, et je pense que les gens ils sont proches. Les habitants sont proches de nous, et ils voient quand même le travail qu'on fait, même si on fait des erreurs comme tout le monde. Hein. Mais je pense qu'ils voient qu'on s'investit pour la commune, qu'on s'investit pour eux, hein, parce que ça nous prend quand même du temps. Et ils sont reconnaissants. Mais je crois que les citoyens sont surtout attachés à la proximité. Ça, c'est clair. Ils sont vachement. Alors, dès que ça va un petit peu plus haut, eh ben, ils sont un peu moins intéressés parce qu'ils sont moins proches, justement. Et ils font peut-être un peu moins. Ils sont un peu plus méfiants, peut-être aussi, que quelqu'un qui est proche. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais je le ressens un petit peu comme ça. Depuis que je suis maire. Moi, je suis un peu sceptique. Par exemple, on a fait des grandes régions. Vous avez dit, on va faire des grandes régions, on va gagner de l'argent. Alors là, je veux savoir où on a gagné de l'argent. Par exemple, la région Rhône-Alpes, il y a des réunions qui se font à Clermont-Ferrand, d'autres qui se font à Lyon. Donc avant, c'était Rhône-Alpes, tout était fait à Gerland. Maintenant, il y a des conseils régionaux qui vont à Clermont-Ferrand, des réunions. Je ne vois pas l'économie où ils ont pu se faire. Surtout qu'on a déjà payé les 2 sièges. Oui, en plus, il était tout neuf, le siège de Clermont-Ferrand, il vient de le finir. Il y a beaucoup, si je peux compléter, il y a beaucoup de choses à dire sur la loi NOTRe. Hein. Tu parles de la région, on peut parler même plus local. Hein. Nous, notre région, justement, gérait très bien. On avait 3 niveaux, le CIMOLI, la communauté de communes à une dimension raisonnable et la commune. Et ça se passait très bien. Et le CIMOLI regroupait justement ce que pratiquement la communauté de communes regroupe aujourd'hui. Donc, à chaque échelon, on prenait des compétences. Et pour moi, c'était très bien. Aujourd'hui, on voit bien qu'avant, on avait les maires qui étaient tous vice-présidents de la communauté de communes. Aujourd'hui, on n'est plus que 13 sur 32. Donc, voilà, on voit bien qu'il y a déjà... mais ça, c'est la loi NOTRe. Et encore, ils ont fait des rectificatifs à la loi NOTRe. Il y a des choses qui sont assouplies un peu. Et je ne parle pas de la métropole. Hein, c'est encore pire. Alors, à la fois les grandes régions et la loi NOTRe, ce n'est pas du tout pour me défausser, mais ça a été décidé sous le quinquennat Hollande. Et là encore, je pense avec une volonté de bien faire. C'est juste que l'idée, à l'époque, c'était de dire, avec une collectivité de taille plus importante, on va atteindre une certaine taille critique qui nous permettra de faire des choses, et notamment pour les régions, d'exister au niveau européen, parce que nos voisins sont organisés en grandes régions comme ça, les Allemands sont. Par contre, effectivement, il y a des coûts associés qui
peuvent exister. Il y a aussi des rationalisations, parce qu'il y a des choses qu'on ne paye plus en double. Par contre, les économies, elles se font, il faut évaluer ça au moins sur 10 ans, quoi. C'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, on a autant à évaluer si cette réforme pour les régions était positive ou pas, mais je pense qu'il ne faut surtout pas, y compris sur le quinquennat qui arrive, modifier les choses. Il faut laisser le temps des économies se faire à ISO-Service, et ensuite, s'il y a nécessité de revenir en arrière, il faudra le faire. Dans l'organisation de l'État, aujourd'hui, il y a beaucoup de services qui s'étaient concentrés au niveau des préfectures de région. L'État est en train d'essayer de redépartementaliser pas mal de services, parce qu'on s'est rendu compte effectivement qu'on perdait trop de proximité et qu'en gros, le jeu n'en valait pas la chandelle. Par contre, en France, il ne faut pas qu'on soit toujours en train de changer. Chaque système a son avantage et son inconvénient. Au niveau de la communauté de communes, je pense que c'est un truc qui est plus facilement compréhensible pour nous. Moi, je trouve qu'il serait un jour très intéressant d'évaluer les choses. Moi, j'étais pour le coup plutôt fan partisan, et je le suis toujours, de cette grande communauté de communes, parce que je trouve qu'elle reste à taille humaine, et je trouve que quand même aujourd'hui, l'expérience montre que, au final, le service rendu aux citoyens est quand même là, quoi. Oui. Et moi, par exemple, j'étais vice-président à l'économie, j'en avais un vice-président à Chamoussin-Lyonnais, un à Haut-du-Lyonnais, un à Forez-en-Lyonnais, et un autre vice-président économie au Cimoli. Donc, quand par exemple, on voulait vendre, entre guillemets, le territoire pour attirer des entreprises, on se tirait la bourre aussi entre nous, c'était pas coordonné, nos zones d'activité. Et donc, je trouve que d'une certaine manière, on a gagné en cohérence. Mais il aurait fallu faire remonter la compétence économique uniquement au niveau Cimoli. Et là, on avait ou ça aurait été une autre piste. Il y avait des pistes, parce qu'on avait déjà On n'aura pas eu le Cimoli, je ne dis pas. Mais... Après, voilà. Donc, je pense qu'il faut évaluer le truc. Mais moi, sur la communauté de communes des Monts du Lyonnais, après, pour information, dans le Rhône, il doit y avoir 15 communautés de communes. Elles ont toutes au moins 30 000 habitants. Donc, si on était resté avec nos 3 communautés de communes à 10 ou 15 000, on n'aurait pas forcément... voilà. Donc, je pense qu'en fait, on ne peut pas répondre dans l'absolu, est-ce que c'est bien d'être gros, petit, etc. Il faut regarder au cas par cas. Et il y a un point, moi, par contre, qui me tient vraiment à cœur, c'est que cette décision soit une décision consentie de la part des collectivités. Alors que c'est vrai que la loi NOTRe a été un peu brutale et a mis des seuils en disant partout en France, on veut que ça soit tant d'habitants. Alors que je pense que les élus locaux sont capables eux-mêmes, étant soucieux de la bonne organisation des choses, de dire ok, on va fusionner, on va pas fusionner. En tout cas, moi, mon avis est plutôt positif concernant les Monts du Lyonnais. Et je sais que tous les maires ne sont plus vice-présidents, mais vu de ma fenêtre, ça ne nuit pas gravement au service public. Ça nuit un peu aux questions de gouvernance, parce qu'avant, c'est vrai que c'était plus pratique. Quand on était dans les Hauts du Lyonnais, on était tous autour du bureau, ça allait rapidement, etc. Non, c'est que comme tu ne peux pas mettre tout le monde vice-président, forcément, il y en a qui sentent un petit peu. Ouais, mais ça, c'est plus du ressenti de l'élu. Et je veux dire, je savais pas ce que. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment des sujets importants. Enfin, moi, je pense vraiment qu'il faut qu'on s'attelle à ces questions de confiance et de réconcilier, on va dire, les citoyens avec la politique, parce qu'aujourd'hui, c'est sûr qu'on est à des niveaux de danger qui sont importants. Enfin, dans notre pays, il y a plus de la moitié des gens qui votent pour un parti extrême. Quand on ajoute maintenant, quand on regarde Zemmour, plus Le Pen, plus LFI, etc. Donc c'est sûr qu'il faut se remettre en cause. Et c'était un peu le diagnostic de 2017. Et d'ailleurs, en 2017, les Français ont un peu renversé la table. D'ailleurs, moi, si je suis là, c'est aussi parce qu'à un moment donné, les gens ont dit on veut sortir des schémas traditionnels. Et c'est sûr qu'en 5 ans, tout n'a pas non plus été totalement renversé. Il y a des points, moi, sur lesquels je suis plutôt très satisfait de ce qui est fait. Il y a encore plein de points, et notamment sur le fait que le pays soit uni et que les gens aient confiance dans les institutions, où il y a encore beaucoup de boulot, quoi. Voilà. Je ne sais pas s'il y a un dernier... Enfin, je vois qu'il y a liste. Oui, alors quand même, j'aimerais répondre sur la question de la véhicule électrique, juste sur ce point. D'ailleurs, j'ai pas mal bossé sur les questions d'énergie, et j'ai apporté mon dernier rapport que j'ai fait sur le nucléaire du futur. Donc, je le laisse à disposition si vous voulez y accéder. Pour brûler les déchets. Pour brûler, pour notamment. Ouais. Pourquoi ça se fait pas, ça? Alors, c'était parce
parce que c'est trop cher pour l'instant. En fait, j'ai discuté avec un monsieur qui a un garage qui fonctionne très bien. Et on a parlé du véhicule électrique. Et en fait, il est dégoûté parce qu'il dit qu'il y a d'autres solutions et qui sont beaucoup plus naturelles. Lesquelles? Alors, non, mais je ne suis pas du tout mécano, mais je suis infirmière. Donc, et vous irez les parler si vous voulez, il vous expliquera. Mais, non, mais pourquoi pas? Mais en fait, il se pose des questions sur le fait qu'il y a des intérêts à vendre finalement des véhicules électriques. Quoi. Mais il fait bien de se poser des questions, mais je peux dire que l'État a beaucoup plus intérêt à ce que tout le monde continue à rouler au gasoil, qui est très fiscalisé, que de vendre des véhicules électriques. La question qu'on est en train de se poser, c'est qu'on regarde combien la fiscalité sur le pétrole rapporte, et on se dit quand tout le monde va être électrique, donc je peux assurer qu'il n'y a pas d'intérêt caché vu de l'État sur le véhicule électrique. Simplement, ce que je voudrais dire, c'est que la consommation énergétique, quand on fait par exemple de la mobilité, dans tous les cas, ça pollue. Quelle que soit l'option. Il n'existe pas de consommation énergétique qui ne pollue pas. La seule énergie propre, c'est celle qu'on ne consomme pas. C'est le fait de ne pas consommer. Et bien entendu, on a besoin de se bouger. Ensuite, concernant le véhicule électrique, ce mode de mobilité n'a de sens que si on est capable de produire de l'électricité de manière décarbonée. C'est-à-dire que faire tourner un véhicule électrique qui est alimenté par une centrale à pétrole ou à charbon, ça n'a pas de sens. On produit juste l'énergie 300 km/h. Et donc, ce qui est important de dire, c'est qu'en France, ça a particulièrement du sens parce qu'on se donne les moyens, d'ici une dizaine ou une vingtaine d'années, d'avoir une énergie totalement décarbonée, grâce à un usage à la fois des énergies renouvelables et du nucléaire. D'ailleurs, on est déjà un des pays qui a l'électricité parmi les plus décarbonées et pas chères du fait, effectivement, du fait du parc nucléaire. Et donc, en France, le véhicule électrique a beaucoup de sens et c'est pour ça qu'on en fait la promotion. Par ailleurs, d'un point de vue économique, tout l'argent qu'on met aujourd'hui pour financer les pétromonarchies, pour leur acheter leur pétrole, demain, on sera en mesure de le laisser sur le territoire pour ne pas le faire filer à des gens en plus qui n'en font pas toujours un bon usage. Donc voilà, c'est pour ça que moi, je ne dis pas que le véhicule électrique, c'est un sujet totalement propre, parce qu'effectivement, les batteries, c'est coûteux, il y a des filières de recyclage qui se mettent en place. Les terres rares, pour les fabriquer aujourd'hui, c'est coûteux. Et j'allais même dire, si je voulais caricaturer, aujourd'hui, il y a des petits-enfants qui font des terres rares à l'autre bout du monde, et donc on doit avoir les yeux ouverts sur tout ça. Mais en termes de pollution, de contribution, j'allais dire, au dérèglement climatique, le véhicule électrique est quand même beaucoup plus avantageux que le véhicule thermique. Voilà. Le président croit beaucoup à l'hydrogène, ça va se faire, ça. Effectivement, on met 7 milliards d'euros là-dessus sur l'hydrogène. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est que l'hydrogène, ce n'est pas une source d'énergie qu'on trouve dans la nature, c'est juste un moyen de la stocker. Donc, pour fabriquer l'hydrogène, il faut une source d'énergie primaire. Il faut soit du nucléaire, soit du gaz, et ensuite, l'hydrogène, ça permet de stocker cette énergie pour ensuite créer de l'électricité ou créer du chauffage. Le gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est que quand on veut créer de l'hydrogène, on perd déjà quasiment 25% d'énergie de mémoire entre l'électricité et la création d'hydrogène, et on repère pas mal d'énergie quand on convertit de l'hydrogène en mobilité. Donc, entre l'énergie qu'on a au début et l'énergie qu'on est capable de faire. Et donc, on travaille pour que Et ce qu'il faut retenir, c'est que l'hydrogène, le plus gros espoir, c'est pour les modes de transport lourds, donc les paquebots, les gros camions ou les avions. Voilà. Sinon, le reste, on est plus sur de la batterie qui est aujourd'hui plus efficace. Voilà parmi. Voilà. Donc au niveau, mais je comprends ce que tu disais tout à l'heure sur le monde évolue à une telle vitesse que pour suivre tout ça, c'est quand même compliqué. Donc nous sur Avez, on projette de remettre une recharge de borne, voilà, pour les batteries, pour les voitures électriques. On va dans le bon sens. Oui, je pense. Ouais. Je pense que vous allez dans le bon sens. Ouais. Non, je pense que vous allez dans le bon sens. Et sachant que compte tenu de la nature des habitats dans les monts du Lyonnais, on sera plus ou moins tous dans la recharge à domicile. Moi, j'ai un véhicule électrique. Le soir, quand j'arrive
ma Zoé, là, je la branche, le lendemain, elle a le plein, je repars. Enfin, et c'est un peu mieux écologiquement de recharger la nuit parce qu'on a beaucoup de capacités électriques qui sont inutilisées parce que les gens ne s'éclairent plus ou les entreprises fonctionnent moins. Donc c'est un peu plus écologique de charger la nuit. Oui, il y a les heures. C'est pour ça qu'EDF vend l'électricité moins cher. C'est pour inciter les gens à consommer plutôt l'électricité la nuit. Non, je me posais la question parce que beaucoup de communes apparemment mettent ces bornes alors que les stations, on les trouve partout, dans toutes les communes, les stations essence, gasoil. Donc, c'est un peu dire, est-ce que sur le court terme, on a certainement raison, mais sur le long terme, est-ce que ça sera si utile que ça? Alors, comme tu dis, on va pouvoir les rechercher à domicile, et puis peut-être dans des stations où ça sera bien plus rapide, parce qu'il y a plusieurs sortes aussi de rapidité de recharge. Et maintenant, ils en sortent apparemment qui sont très rapides, quoi. Il ne faut pas longtemps, quoi. Je pense que sur l'électricité, on aura besoin d'un maillage plus important que sur les bornes pétrole, parce que faire son plein en électrique, ça restera dans tous les cas beaucoup plus long que injecter du liquide. Et donc, on a besoin de plutôt faire recharger son véhicule à proximité d'un lieu où on fait quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Et donc voilà, je pense que c'est quand même utile de la mettre en place. Après, il y a ces technologies-là évoluent très rapidement. Dans 1 kilo de batterie, on est capable de faire rentrer de plus en plus d'énergie. Et peut-être que je dois faire preuve d'humilité, parce que peut-être que tu vas installer ta borne électrique et on va l'inaugurer tout ça. Non, et l'année suivante, on va avoir la technologie qui nous permettra de faire le plein en 2 secondes et ta borne ne servira à rien. Mais ça, on n'est pas encore. On pense de plus en plus que la batterie pourrait être rackable, c'est-à-dire qu'on mettra les batteries qui chargeront tranquillement et tu passeras avec ta voiture et tu pourras. Et ça, technologiquement, on n'est pas encore vraiment en mesure de l'assurer. Donc, pour l'instant, les bornes sont la bonne option, mais ça évolue tellement à une vitesse rapide que ce qui va se passer aussi, c'est que le véhicule autonome va quand même arriver aussi dans les prochaines années. Et donc, de moins en moins, potentiellement, on aura notre véhicule et on aura notre application pour commander le véhicule et qui viendra te chercher devant la mairie. Et donc, qui dit véhicule autonome dit que le véhicule ira se recharger tout seul. Et donc, il y aura moins ça sera moins un sujet que d'avoir recharger son propre véhicule. Après, je ne sais pas si c'est bien pour la société ou pas bien, le véhicule autonome. En matière de... On n'y aura peut-être pas comme ça. Je pense ils sont déjà des prototypes. Je pense qu'on est sur l'ordre d'idée de 5-10 ans, quoi. Ah ouais? C'est déjà... Ah ouais, quand même. Et notamment sur le transport collectif, ça va être pratique parce que là, pour le coup, si on imagine le 2X, on aura des parcs de véhicules autonomes, on peut imaginer qu'ils fassent le dernier kilomètre. On va faire l'apéro tranquille. C'est clair. On va dire, on va faire d'autres choses. Je pense que si on avait dit à nos parents, si on leur avait décrit l'année 2020, ils ne nous auraient pas cru. Et là, je pense que les évolutions technologiques qu'on va connaître dans les 30 ans qui arrivent, on ne peut pas y croire aujourd'hui, quoi. On peut pas, si je vous dis demain on va habiter dans l'espace, demain on va avoir des véhicules autonomes, non. Sauf que quand on regarde factuellement, il y a des évolutions technologiques qui arrivent. Oui, et puis certainement des choses qu'on n'imagine même pas encore aujourd'hui. Par contre, on a quand même le sujet de voir est-ce que c'est toujours un progrès pour l'humanité et d'essayer d'orienter quand même les choses vers le progrès. Voilà. Bon, très bien. Est-ce qu'on a abordé beaucoup de sujets compris très prospectifs? Moi, j'ai juste une question de curiosité. Stéphanie, c'est votre premier mandat, en fait? Oui. Voilà. Parce que c'est chouette, je trouve, que vous gardiez toute cette passion et ces questionnements, parce que c'est vrai que Mais j'ai d'autres questions, mais c'est fini. Non, mais c'est bien, mais non, pas du tout. Non, mais moi, je trouve ça génial, parce que je crois que quand on est élu, on oublie parfois aussi toutes les inquiétudes que les citoyens peuvent avoir, parce que c'est vrai que je suis sûre que vous avez déjà peut-être un petit peu changé depuis que maintenant vous êtes dans un conseil municipal. Non, pas encore. Non, mais de comprendre les choses. C'est vrai qu'il y a eu le Covid et tout ça. Encore une fois. Mais c'est génial de Je ne suis pas contre rassembler, regrouper, loin de là, parce que il faut le faire à un certain niveau. Mais ceci dit, quand on reste dans une assemblée raisonnable, importante, chacun peut s'exprimer. Et on le voit, vous voyez, une partie, nous on n'est pas en conseil municipal, mais pratiquement tout le conseil municipal là, les gens s'allaisent, discutent, on peut s'écouter les uns les autres.
si vous êtes 60, 70, c'est difficile, quoi. Si chacun s'exprime, voilà. Il y a certainement des avantages, mais il y a aussi quelques inconvénients quand il y a des grosses assemblées délibérantes. Mais ceci dit, je reconnais bien que notre communauté de communes reste quand même à une grandeur, une bonne taille. Et je pense vraiment ce qui doit nous guider dans le choix, c'est le service rendu aux citoyens, c'est ça. Et donc, pour évaluer le truc des régions de la communauté de communes, c'est est-ce que le service dans les Monts du Lyonnais ou dans la région est aujourd'hui mieux rendu qu'avant? Oui, non. Et le reste, les sujets de siège, est-ce que le nombre d'élus comptait la responsabilité, bon, ok. C'est pas une région riche, c'est une région très riche. Ouais. Enfin, riche, les Monts du Lyonnais, quand on regarde les revenus des gens, sont pas riches. Aura, oui, Aura. Oui. La deuxième région industrielle de France. C'est une très belle région. Et puis, avec les stations de ski, avec tout ce qui est touristique, avec tout le tissu industriel et des grandes métropoles qui l'attirent, c'est sûr que c'est une très belle région. Ouais. Mais je pense qu'on a une très beau territoire, très belle région, très beau pays. Très belle Europe aussi, pour un titre personnel. Quand je regarde au niveau mondial plein d'indicateurs, je me dis qu'on a quand même énormément de chance d'être en Europe. Et donc voilà, mais tout ça demande encore beaucoup d'efforts. En Europe et parfois en France. Ouais. Ce qui déçoit un peu, c'est les gens, des fois, ils se payent en France. Mais quand on voit qu'on peut se faire soigner gratuitement en France, on a plein de services. Ouais. Et les gens sont blasés, je trouve. Mais nourriture avalée n'a plus d'odeur, n'a plus de goût. C'est qu'une fois que tu as eu le. Non, mais je ne sais pas comment le dire, mais. Nourriture avalée n'a plus d'odeur. Ouais, ou plus de goût. D'accord. Ouais. Non, mais en gros. De Gaulle, il disait un peu sur la guerre, il avait un discours sur la guerre qui était intéressant. Il disait un pays en guerre va rechercher la paix et se souder l'un vers l'autre. Par contre, un pays qui est longtemps en paix va finalement rechercher la guerre parce qu'en fait, il n'y aura plus ce côté. Oui. Mais dans l'histoire, quand on regarde l'histoire de France, en fait, voilà, Michel, tu nous emmènes loin ce soir dans la discussion. Si on regarde les 2000 ans, l'histoire de France, en fait, est faite de moments de grande crise, soit des guerres, soit des grandes épidémies, et ensuite de renouveau. Quand je parle de grande crise, ce n'est pas celle qu'on a connue, qui est une crise grave, mais qui, à l'échelle en nombre de morts, on n'a pas été non plus d'un niveau de déflagration de la Deuxième Guerre mondiale. Et effectivement, quand on sort de la Deuxième Guerre mondiale, quand la France est à reconstruire, tout le monde se remonte les manches, même il y a des immigrés qui arrivent, ils sont tout de suite assimilés, il y a du boulot pour tout le monde, c'est les 30 glorieuses, tout se passe bien. Et là, effectivement, on est dans la phase où on a peut-être oublié d'où on venait, où l'autorité s'est parfois été remise en question, et tout le... Moi, je pense qu'un des objectifs qu'on doit se fixer, c'est de conserver tous ces acquis sans devoir passer par la Grande Guerre, ce qui dans l'histoire n'est jamais arrivé. Donc là aussi, il faut faire preuve beaucoup d'humilité pour y arriver. Et donc, la discussion entre nous, la discussion qu'on doit avoir au niveau national, elle est extrêmement importante pour justement que chacun ait bien conscience des choses pour que ça ne dégénère pas. Et au niveau mondial également, il y a des incertitudes aujourd'hui qui pèsent au niveau mondial qui font froid dans le dos. Donc voilà, construire un monde de paix, c'est quelque chose qui demande un travail du quotidien. J'ai cru, moi, à un moment donné, quand j'étais plus jeune, que, étant donné que nos démocraties avaient atteint un certain niveau, c'est bon, c'était fait pour l'éternité. Mais en fait, il y a plein de sujets dans la vie qui sont des combats permanents. Le droit des femmes, la liberté, etc. Et du moment où on arrête de combattre, on s'expose au retour à l'ordre naturel, qui est un ordre fondé sur la force, sur la puissance, où les femmes ne sont pas les égales des hommes. Et donc voilà. Bon, ça nous éloigne un peu de nos sujets concrets, mais voilà. Je voudrais dire quelque chose par rapport aux artisans. Moi, je suis très peu télé, mais dans notre région, on entend dire que les artisans recherchent du monde. Oui. Alors, comment on explique ça on est quand même du monde et il n'y a pas les usines, les maçonneries, on ne trouve pas d'emploi, on ne trouve pas de... Alors, on a un peu traité le sujet tout à l'heure et ce qu'on disait, c'est que la relance j'essaie de synthétiser que la relance est forte et que tout d'un coup, il y a beaucoup de boulot et que
sans doute, il y a aussi une question d'attractivité de l'emploi par rapport à des revenus, on va dire, d'assistance, entre guillemets. Et donc, il faut travailler pour à la fois rendre les salaires plus intéressants et demander plus de contrepartie à ceux qui bénéficient notamment de l'assurance chômage. Voilà. Et ce que je disais, moi, en complément, c'est que les jeunes générations ont des attentes aussi qui sont parfois pas forcément de travailler énormément. Quand je disais, par exemple, quand on remplace un médecin qui part à la retraite par un jeune médecin, souvent il faut 2 médecins jeunes pour remplacer un médecin qui part à la retraite. Oui, mais ça, c'est des classes supérieures, mais je veux dire, au niveau ouvrier, au niveau. Mais même, on est tous passés de 39 à 35 heures. Enfin, tous, j'ai jamais été à 35 heures. Je n'arrive pas à comprendre que, même dans les hôpitaux, tout ça, il devrait être plus de personnel, des choses comme ça. Et là, c'est autre chose. Là. Ouais. Mais ici, en maçonnerie, on discutait avec les maçons, même en plomberie ou tous les artistes. Ouais. Alors, le taux de chômage qu'il y a, alors, je ne sais pas. C'est l'incitation du retour à l'emploi et puis la formation aussi mais qui, à mon avis, la formation, c'est souvent sorti en argument en disant voilà, les gens ne sont pas formés, mais quand tu vois le nombre de recrutements aujourd'hui où les patrons te disent mais j'assure la formation, c'est pas un argument qui va pour tout le monde. Je n'étais pas formé, moi j'ai fait l'école jusqu'à 14 ans et c'est vrai que former c'est bien, mais les manœuvres il en faut toujours. Et, là, je pense qu'il y a une crise quand même à ce niveau-là. Je ne sais pas, mais on va comme ça. Comment ça s'explique? Je ne sais pas. Hein. Bon, on entend dire après, tu vois, ça ne faut pas aussi, on entend dire, bon, il y en a qui préfèrent rester à la maison, ils gagnent autant qu'en travaillant. Oui. Bon, après ça, c'est. Non, mais je pense que c'est une. Mais voilà. En fait, ce qu'il y a, c'est que je pense que c'est une réalité. Mais je pense qu'il ne faut pas éviter de dire il y a soit les gens qui profitent et il y a les autres. En fait, il y a une incitation du système qui n'est pas forcément à être hyper pressé pour retravailler quand tu as un filet de sécurité, on va dire. Et donc, il faut qu'on réforme le système encore davantage pour garder notre modèle social, mais tout en faisant en sorte que le travail soit toujours le plus incitatif. Voilà. Voilà. Bon. Encore une question. Oui, à une dernière. Là, je suis peut-être en retard. Oui, vas-y, je t'en prie. Pour tout ce qui est retraite, tout ça, on dit, moi personnellement, je travaille dans le bâtiment, et quand je vais partir à la retraite, moi, ça me fera 40 et quelques poussières dans le bâtiment. Et on entend dire toujours repousser. Nous, on sera vraiment mal dans le bâtiment, travailler jusqu'à 64 ou plus, quoi. Ouais. Et voilà, on voudrait savoir un petit peu où ça en est, tout ça. Alors, sur les retraites, ça fait partie des grandes réformes qui devaient être faites pendant ce quinquennat qui n'ont pas pu aboutir, notamment parce que pendant la crise sanitaire, il a fallu mettre en pause plein de trucs. En fait, de ma fenêtre, il y a 2 grandes réformes qu'on n'a pas su mener, qu'on aurait dû mener, c'est la réforme des retraites et la réforme des institutions, de la Constitution qu'on avait prévue par ailleurs. Sachant que sur la question des retraites, on a quand même un sujet qui est qu'on vit de plus en plus longtemps. Enfin, je ne refais pas le truc, hein, mais donc il y a de moins en moins d'actifs par rapport au nombre de gens qui travaillent. Et d'ailleurs, ça rejoint aussi la question du nombre de personnes qui travaillent quand un pays où on part à la retraite en avant a moins de gens qui travaillent qu'un pays où on va dire on part 1 an ou 2 ans après à la retraite. Et donc le sujet en fait et par contre je suis d'accord avec toi, il y a des métiers on va dire qui demandent des départs à la retraite en avant par rapport à d'autres. Donc c'est l'évaluation de la pénibilité pour calculer ces sujets-là. Et ça c'est vrai que c'est un sujet extrêmement compliqué d'établir ces critères de pénibilité et de fixer ces âges de départ à la retraite. Voilà. Donc, c'est normalement la manière dont ça se passe, c'est entre partenaires sociaux, entre représentants des employeurs et des salariés, que ces discussions ont lieu et l'État intervient si les discussions n'aboutissent pas.
Donc après, à titre personnel, je pense que on ne peut pas dire, enfin, on peut difficilement dire aux Français qu'on vit de plus en plus vieux et qu'on n'aura pas bougé l'âge de la retraite. Je pense que, ou alors faut dire qu'on a soit qu'on cotise beaucoup plus, et qu'on renchérit les coûts du travail, ou soit que le niveau des retraites diminue au fur et à mesure qu'il y a un nombre de retraités par rapport à un nombre d'actifs. Donc, je pense que sur ces sujets, il faut être extrêmement transparent, présenter la situation vraiment comme elle est et dire, voilà, on a plusieurs choix. Et je pense que il faut on a quand même besoin d'avoir un âge de départ à la retraite qui suit plus ou moins l'espérance de vie, quoi. Je sais que c'est pas toujours très populaire de dire ça. Comme là, je vais peut-être dire une bêtise, mais comme là, par rapport au Covid et tout, c'est sûrement une bêtise, mais ça fait rien. Ouais. Il y a quand même beaucoup de personnes âgées, malheureusement, qui sont, compris, qui sont restées là. Hein. Ouais. Donc, ça va pas se connaître au niveau. Pas suffisamment. Non, ça va pas se connaître. Alors, non, je pense que c'est pas du tout une réflexion qui est bête, mais je sais pas. Si vraiment on va avoir ce type de calcul quand on à l'échelle c'est difficile d'avoir ce genre de calcul, mais voilà, je ne sais pas combien il y a de retraités dans notre pays, il faudrait faire le calcul. Je sais pas, mais si, ça aura sans doute malheureusement un impact positif, mais qui n'est dans tous les cas que temporaire. Oui. Voilà. Donc voilà, moi le but du système universel des retraites, c'est d'avoir un système en tout cas qui est pour tout le monde pareil, où tout le monde a bien en transparence combien il a cotisé, combien il va pouvoir avoir de retraite, et si possible qu'on essaie d'éviter tous les 5 ans d'avoir ce débat sur l'âge de départ à la retraite qui crispe tout le monde. Mais je pense que moi il faudrait qu'on mette un système qui arrive à s'auto-ajuster en fonction de l'espérance de vie dans chaque profession. Je rappelle un point pour montrer que le sujet est important, c'est que le budget des retraites en France, c'est quasiment le budget de l'État en tant que tel. Le budget, tout l'État confondu, l'ordre d'idée, c'est 300-400 milliards d'euros par an du budget de l'État, et le budget des retraites, c'est quasiment le même. Donc, c'est vraiment sur 1 000 euros de dépenses publiques en France, il y en a plus de la moitié, c'est de la dépense de nature sociale. Hein. Je pense donc maladie, retraite, le fonctionnement de l'État, finalement, c'est une part minoritaire de ces dépenses. Et ça. Voilà, on a abordé beaucoup de sujets. En tout cas, aucune question sur la commune, ce qui montre que vraiment, Avez est une commune très bien gérée. On a posé. Mais moi, sincèrement, je pense vraiment que Avez est une commune. Quand on comparait nos indicateurs financiers, moi, Michel Avez, moi, sans information quoi, je me disais que j'aimerais bien avoir les mêmes indicateurs financiers que lui. Moi, je me creusais la tête pour réduire ma dette. Même à l'État, même au niveau de l'État. Même au niveau de l'État, ouais. Donc, je suis persuadé que Michel est on a un bon gestionnaire. Ouais, je suis très content qu'il soit vice-président en charge des finances, ministre des Finances des Monts du Lyonnais. Il va arrêter la présidence du maire. Vas-y, il n'y a pas quoi qu'il en coûte. Ouais. Tu le poses un petit peu. Pour le ministre des Finances. Ouais. Ça peut être une piste. Bon, merci beaucoup pour ces échanges. On n'a eu personne en ligne qui a posé des questions, mais bon, je suppose que tout le monde nous a écoutés. Il y a Kim Damir qui t'a écouté et qui a fait des commentaires. Des commentaires, sur les. Ouais. Ok, bon, on salue, bonne soirée à ceux qui sont connectés en ligne. Merci. Bonne soirée à tous.